Donc il m'a été demandé de revenir un petit peu sur la notion de dérivation vectorielle. Et donc justement, je vais revenir sur ce point-là aujourd'hui. Petite mise en contexte, donc pour se rappeler de quoi il est question. On sait déjà depuis assez longtemps que la vitesse, physiquement, ça correspond à la dérivée temporelle de la position. Et donc, une des questions qui s'est posée, c'est de savoir si, connaissant un vecteur position, il était possible de trouver un opérateur vectoriel qui permette de dériver un vecteur pour, à partir d'un vecteur position, trouver un vecteur vitesse. Et donc, c'est cet opérateur mathématique de dérivation vectorielle dont il est question, justement, qui permet de faire cette opération-là et qui permet donc de garder cette relation entre position et vitesse, que ce soit de manière scalaire ou de manière vectorielle. Donc pour rappel ici, la dérivée, la définition du vecteur vitesse de m dans le mouvement de S par rapport à R correspond à la dérivée temporelle du vecteur position O0m par rapport au temps dans le repère R0 qui est le mouvement étudié, qui est le repère de référence dans le mouvement étudié. Pour pouvoir définir un vecteur O0m qui soit effectivement un vecteur position du point M, il est important de choisir un point O0 qui est un point fixe dans ce repère R0 d'étude du mouvement. Et si vous respectez ces conditions-là, vous allez pouvoir utiliser une propriété dont on a parlé un peu plus loin, c'est dans l'autre sens, qui est donc celle-ci de dérivation vectorielle, dans laquelle on va constater que la dérivée d'un vecteur V dans une base B0 est égale à la dérivée de ce vecteur V dans une base B, qui peut être n'importe quelle base, plus le taux de rotation de B par rapport à B0 en produit vectoriel avec le vecteur V que vous souhaitez dériver. Donc voilà ici la définition de cet opérateur de dérivation vectorielle. L'intérêt de cette dérivation, de cet opérateur de dérivation vectorielle, de ce théorème, c'est si vous choisissez judicieusement la base B qui est définie ici, pour que le vecteur V soit constant dans cette base B. Sinon, vous remplacez la dérivation d'un vecteur par la dérivation d'un autre vecteur, ça n'importe pas grand-chose. Sauf, encore une fois, si vous arrivez à trouver une base B dans laquelle le vecteur V que vous souhaitez dériver est constant, auquel cas, comme tout terme constant, par dérivation, ce terme-là va s'annuler. Donc voilà ici l'objectif finalement de cet opérateur de dérivation vectorielle, c'est identifier une base B dans laquelle le vecteur que vous souhaitez dériver est constant. Alors pour en faire une application, on peut s'intéresser à l'exercice de TD numéro 5. Alors on ne va pas traiter tout l'exercice là dans l'immédiat, mais c'est simplement pour contextualiser un petit peu les choses, et on va calculer une vitesse justement avec cette propriété de dérivation vectorielle. Dans cet exercice numéro 5, on s'intéresse à une éolienne pour laquelle on considère que l'une des deux pales a été endommagée par un impact avec un oiseau, par exemple. Ce qui fait que le centre de gravité de l'hélice a été décalé de l'axe de rotation, et donc l'éolienne n'est plus équilibrée, et le fait que le point G2 se situe à l'extérieur du centre de rotation va entraîner des phénomènes vibratoires qui peuvent être gênants pour le fonctionnement de l'éolienne. Et donc, une des questions qui peut se poser ici, c'est de déterminer la vitesse et après éventuellement l'accélération de ce point G2 dans son mouvement par rapport à R0.
Donc ici, je souhaite calculer la vitesse de G2 dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Pour faire ça, je vais pouvoir dire que c'est la dérivée de la position de G2 dans le mouvement de 2 par rapport à 0. Et pour déterminer le vecteur position de G2 dans le mouvement de 2 par rapport à 0, il faut que j'identifie un point fixe du solide 0. Et par exemple, le point O qui est situé ici est bien un point fixe du solide 0. Donc je vais pouvoir dire le fait que la vitesse de G2 dans le mouvement de 2 par rapport à 0, c'est la dérivée du vecteur OG2 par rapport au temps. Et cette dérivée est effectuée dans le repère R0, puisque je veux calculer la vitesse de G2 dans le repère R0. Jusqu'ici, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Alors maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que pour pouvoir faire ce calcul de dérivation vectorielle, il fallait trouver une base dans laquelle le vecteur OG2 est un vecteur constant. La difficulté, c'est qu'il n'existe peut-être pas forcément de base dans laquelle ce vecteur OG2 est un vecteur constant. Par contre, ce qu'on peut faire pour y voir un petit peu plus clair, c'est essayer de décomposer ce vecteur OG2 par la relation de Chasles en disant que le vecteur OG2, c'est le vecteur OB, plus BG2 dans R0. Donc voilà ici, en quelque sorte, la première étape que je vais pouvoir faire pour utiliser cette relation de dérivation vectorielle, c'est de décomposer mon vecteur position en vecteurs élémentaires. Et sur ces vecteurs élémentaires, j'arriverai a priori plus facilement à trouver une base dans laquelle le vecteur élémentaire est fixe. Et si j'exprime le vecteur OB, alors le paramétrage est donné ici, on donne OB, c'est B suivant x1, et BG2, il est défini... Merci, CZ2. Donc j'en suis ici finalement à cette étape-là, calculer la dérivée de Bx1 plus CZ2 par rapport au temps. Et avec cette expression-là du vecteur OG2, l'avantage, c'est que j'arrive à identifier très facilement des repères dans lesquels les composantes du vecteur OG2 peuvent être constantes. La composante Bx1, elle va être constante dans le repère R1, puisque B est une constante et X1 est constant dans le repère R1. Et la composante CZ2, elle va être constante dans le repère R2, puisque Z2 est constant dans le repère R2. Donc je vais pouvoir ici décomposer par propriété de linéarité de la dérivation en disant que c'est la dérivée de Bx1 par rapport au temps dans R0 plus la dérivée de CZ2 par rapport au temps dans R0. Et maintenant, je vais pouvoir appliquer deux fois la relation de dérivation vectorielle. Pour calculer la dérivée de Bx1 dans R1 plus le taux de rotation de 1 par rapport à 0 vectoriel Bx1, dans un premier temps, et puis dans un second temps, calculer la dérivée de CZ2 dans R2 plus la vitesse de rotation de 2 par rapport à 0 en produit vectoriel avec CZ2.
Alors pour le terme dérivé de bx1 par rapport au temps dans R0, eh bien ici on va pouvoir écrire que c'est la dérivée de bx1 par rapport au temps dans R1 plus oméga 1, 0 vectoriel bx1 Ce terme-là est donc égal à 0. C'est même un vecteur nul. Et ça, je le sais, puisque j'ai fait exprès ici de choisir le repère 1, parce que le vecteur x1 est constant dans ce repère 1. Et ensuite, il reste le taux de rotation de 1 par rapport à 0. Alors là, je laisse aussi quelqu'un d'entre vous me rappeler le paramétrage. C'est, pardon, alpha. Et autour de quel axe on tourne? Donc alpha.z0, le vecteur taux de rotation de 1 par rapport à 0, en produit vectoriel avec bx1. Et de mémoire, z0 doit être à peu près égal à z1. Donc, on va pouvoir ici dire que z1 en produit vectoriel avec x1 donne moins y1. Donc voilà ici la dérivée du vecteur bx1 dans le mouvement de 1 par rapport à zx. Non, pardon, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Z avec x donne plus y. En plus, ça va être diffusé sur Internet. Il reste à dériver la deuxième moitié, cz2. Donc ça, eh bien, je vais pouvoir le dériver dans le repère 2. La distance C est une distance constante. Le vecteur Z2 est constant dans le repère R2. Donc là encore, ce terme dérivé de C par rapport au temps dans R2 sera égal à 0. Et il restera à déterminer le produit vectoriel entre oméga 2, 0 et CZ2. Oméga 2, 0, c'est égal à oméga 2, 1 plus oméga 1, 0. Oméga 1, 0, c'était égal à alpha.z0. Et là encore, vous allez me rappeler l'expression du vecteur vitesse de 2 par rapport à vitesse de rotation de 2 par rapport à 0. Ça doit être un bêta sûrement, mais autour de θ point. Donc ce n'est pas du tout un bêta. Selon x, x1. D'accord. Ici, on a vu que Z2 était égal à Z1, donc du coup, je peux tout exprimer dans x1, dans le repère R1, en produit vectoriel avec C, Z2. Et x1 égale à x2. Alors finalement, ça m'intéresse de le mettre plutôt comme ça. Il faut donc ensuite calculer le produit vectoriel de Z1 avec Z2. Et donc là, on va faire apparaître du coup le sinus de l'angle qui, si j'ai bien compris, est l'angle θ. X, Z1, Z2. Du coup, là, j'ai plus le schéma cinématique sous les yeux. Merci. Z1, Z2, ça va être X2. Donc j'arrive
Dites-moi si je me suis trompé ici à C alpha point sinus θ x2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Parce que dans le produit vectoriel, c'est la norme des deux vecteurs fois le sinus de l'angle. Ici, voilà, on applique le produit vectoriel entre les deux angles. Et ensuite, x2, z2, ça c'est plus facile. Là, cette fois-ci, il y aura vraiment un moins. C'est θ point y2. Oui, il y a vraiment un moins. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Pardon? Donc ici, je veux faire le calcul de alpha.z1 avec cz2. Donc le résultat du produit vectoriel est un vecteur qui est perpendiculaire à z1 et à z2. Comme on tourne ici autour de x, ça veut dire que le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à z1 et z2, c'est le vecteur x. Et ensuite, la norme du produit vectoriel, c'est le produit des normes des deux vecteurs, donc c'est-à-dire alpha point fois c, pondéré par le sinus de l'angle entre z1 et z2, qui est l'angle bêta. Donc on arrive ici à c alpha point sinus, l'angle θ, pardon, c alpha point sinus θ, porté par x2, ou x1 éventuellement, si on veut, puisque x1 égale x2. Voilà, et puis maintenant que j'ai calculé ça, il ne me reste plus qu'à tout regrouper là-dedans pour dire que la vitesse de G2 dans le mouvement de 2 par rapport à R0 est égale à B alpha point Y1 plus C alpha point sinus θ x2 et moins c θ point y2.